Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, voici les titres. La directrice exécutive du Fonds mondial pour le développement du changement climatique, Madame Mafalda Duarte, effectue une visite au Rwanda pour sa première fois depuis qu'elle a pris ses fonctions. Et puis des experts dans le domaine, des experts dans l'urbanisation se réunissent à Kigali pour examiner comment ces villes, les villes, surtout les villes africaines, pourraient renforcer un fonctionnement basé sur la technologie afin de faciliter l'octroi des services. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre, Kadi Chumbi, la directrice exécutive du Fonds mondial pour le développement du changement climatique, Madame Mafalda Duarte, effectue une visite depuis qu'elle a pris donc ses fonctions dans le nord du Rwanda, à Gicumbi. Donc, sur place, on lui a montré différentes activités dont ce fonds soutient dans le cadre du projet Green Gicumbi. Et celle-ci a apprécié la façon dont le Rwanda joue un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Et puis, au cours de cette visite, elle était accompagnée de la ministre de l'Environnement, le docteur Mujawa Maria Jean d'Arc, dans le district de Gicumbi. Les terrasses, les activités de reboisement, la culture du thé dans les montagnes et les marécages ont également contribué à réduire l'érosion au niveau des montagnes. Quant aux résidents du district de Gicumbi, ces derniers étaient très heureux, surtout pour les activités auxquelles ils participent dans le cadre du projet Green Gicumbi. Ce projet Green Gicumbi a débuté depuis 2019 avec un financement de 32 milliards de francs rwandais. Des terrasses de 600 hectares ont été construites. Elles sont en cours de construction également sur un autre espace qui couvre 850 hectares. Changeons de page à présent pour parler urbanisation avec des experts dans le domaine de l'urbanisation sur le continent africain. Ces derniers estiment qu'il est nécessaire d'investir dans les infrastructures des technologies qui contribuent à améliorer le niveau de vie et surtout permet à ceux qui y résident de bénéficier des services plus rapides. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Etienne Rukundo souligne qu'il n'oubliera jamais l'époque où il s'asseyait dans un cybercafé pour lire ses emails. Avec d'autres habitants de la ville de Kigali, ils apprécient la façon dont ils s'assoient, notamment au Car Free Zone du centre-ville et accèdent gratuitement à l'Internet. J'ai l'habitude de venir ici au Car Free Zone. Je suis développeur de logiciels. J'ai donc besoin d'Internet pour l'accomplissement de mon travail. Vous me trouvez alors que je suis en train de télécharger des vidéos qui vont m'aider à maîtriser ce domaine. Le Wi-Fi gratuit est important car il nous aide à économiser l'argent que nous dépensons sur Internet et il est très utile. Pour promouvoir davantage la technologie, le transport en commun est payé par carte électronique et même les billets d'entrée pour des rassemblements événementiels sont achetés en ligne. La directrice générale de Centrica qui propose ces billets indique qu'investir dans le commerce en ligne, c'est une affaire rentable et qui répond aux problèmes du pays. Les experts dans le développement des villes en Afrique considèrent que la technologie pourrait être la solution pour le perfectionnement de l'habitat urbain
qui augmente de plus en plus. Ibi bisubizo tugenda tubona mu mujyi twishakamo dufatanije n'abandi bafatanyabikorwa. Ces solutions que nous obtenons en collaboration avec différents partenaires doivent être concrétisées. Nous avons de l'innovation où des déchets sont recyclés et c'est en train d'être appliqué dans toute la ville sans laisser de côté aucune place. Mais nous devons nous projeter dans l'avenir quand ces villes seront surpeuplées. Le taux d'urbanisation au Rwanda était de 18,4% en 2017, l'objectif étant de 35% en 2024. Les statistiques révèlent que les villes africaines seront peuplées de 760 millions de personnes à l'horizon 2030, soit une augmentation de 50% par rapport aux chiffres actuels. Voilà, merci donc à Kassim Youssouf, toujours au même chapitre. Nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Binagwaho. Il est de Tactis, donc cette boîte qui conseille notamment dans le domaine des infrastructures et des services numériques. Merci d'être avec nous, Monsieur Bernard. C'est un plaisir. Voilà, aujourd'hui, on parlait donc de cette réunion de 3 jours à Kigali. Aujourd'hui, on parle de Smart Cities ou encore les villes intelligentes, si déjà on doit partir de là. Aujourd'hui, 2023, qu'est-ce que le citoyen ordinaire doit comprendre par Smart City ou une ville intelligente? Alors, il n'y a pas pour moi de ville intelligente, c'est l'utilisation des services, souvent apportés par le numérique, qui permettent d'améliorer les services que fournit déjà la ville, par rapport à la gestion de l'eau, des déchets, l'éducation, la santé, etc. Aujourd'hui, il y a une panoplie de possibilités, de nouveaux services qui sont développés via le numérique, qui permettent d'améliorer ces choses-là et rendre les villes plus efficaces, et améliorer les choses, normalement, pour les citoyens. C'est un peu ça la notion de ville intelligente pour moi. Et d'ailleurs, maintenant, on rajoute de plus en plus résiliente aussi, donc avec la notion de durabilité. Résiliente par rapport à quoi? En termes de consommation énergie, en termes d'impact sur le climat. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de possibilités pour réduire ces impacts dans les villes qu'on construit et dans les villes actuelles et les nouvelles villes aussi. C'est avec l'idée de repenser l'urbanisation? Oui, alors nous ne sommes pas à Tactis des experts en urbanisation. On est des experts dans l'infrastructure et les services numériques, mais après, ça se regroupe de plus en plus parce que pour construire les villes nouvelles, il faut de l'infrastructure, il faut de la connectivité, et c'est là où nous intervenons. Et c'est à ce titre que j'ai pu intervenir. Justement, à ce propos, par rapport à la connectivité, comment aujourd'hui la connectivité, c'est vrai, ça reste l'idéal, mais comment combler aujourd'hui le vide ou le fossé qui existe encore par rapport déjà aux personnes qui occupent la ville ou à la connectivité d'une ville à d'autres villes. C'est quoi le gap et comment déjà le réduire? Voilà, donc ça c'est un point clé. Aujourd'hui, la connectivité, c'est quasiment un droit, tout comme le logement, etc. Les personnes qui n'ont pas accès à la connectivité n'ont pas accès à beaucoup de choses qu'a peut apporter la connectivité. Et donc, le risque, c'est que le gap s'accroît entre ceux qui sont dans les centres-villes et qui ont les moyens et ceux qui sont peut-être plus en milieu rural ou dans les franges de ville, etc. Donc, on appelle ça en anglais le digital divide. Donc, ce qui est important, je vais répéter ce que tout le monde sait, il y a 3 facteurs clés pour combler ce déficit. C'est bien sûr les infrastructures, tout part des infrastructures. Donc ça, c'est le point important. Investir dans les infrastructures. Les infrastructures. Mais ça ne suffit pas et tout seul, ça ne sert à rien parce qu'il y a la notion de coût. Il faut que ces infrastructures permettent un accès qui soit abordable financièrement aux populations. Aujourd'hui, 70% à peu près des personnes en Afrique qui n'utilisent pas Internet, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas connectées, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'infrastructure, c'est parce que le coût est trop important. Le coût de la donnée, mais le coût des mobiles aussi. Et le troisième point, c'est la notion, alors je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais on dit digital literacy, c'est la capacité à utiliser ces services, ces smartphones, etc., qui n'est pas quelque chose de répandu. Qui n'est pas donné à tout le monde. Qui n'est pas donné à tout le monde. Donc sur ces 3 facteurs,
ça montre bien que le gouvernement doit jouer un rôle clé. Ça doit vraiment être à lui de pousser sur ces 3 facteurs, notamment via la régulation et la réglementation. Donc il y a des outils qui existent aujourd'hui. On a des choses qu'on appelle le fonds de service universel, qui permet de récupérer de l'argent pour aller déployer dans des zones qui sont moins rentables pour les opérateurs. Il y a des notions de partage d'infrastructures très importantes pour plus partager les infrastructures entre les différents acteurs pour éviter que chaque acteur déploie son infrastructure éventuellement dans des zones rentables et puis que personne n'attaque des zones moins rentables mais où il y a toujours des clients potentiels. Donc ça, ce sont 2 aspects importants sur la notion de réglementation sur lesquels les pays peuvent travailler étroitement avec les opérateurs, qui sont ceux quand même qui vont mettre en œuvre. Monsieur Benago, cela passe par des politiques, Oui. bien sûr la volonté politique et des politiques claires pour les pays, mais en même temps, on doit parler également. Parfois, et si souvent, on a tendance de tout ramener sur les gouvernements, les États. Aujourd'hui, c'est quoi la part du privé, par exemple, dans ces grands projets? Non, alors c'est pour ça qu'on parlait de régulation. Donc c'est la régulation du marché des télécoms, donc des opérateurs qui sont des entités privées, mais c'est quand même à l'État de décider où il veut amener son pays. Un opérateur, c'est une entité, sont très très importants. Il y a des très grands acteurs comme MTN, comme Airtel, comme Orange, etc. Mais ce sont des acteurs privés qui ont quand même un souci vis-à-vis de leurs stakeholders, comme on dit, qui doivent être rentables. Oui. Voilà, tandis qu'un pays a des soucis qui peuvent être un peu différents en termes de dire, moi j'ai une population, il faut que chacun puisse accéder aux services de base, dont la connectivité. Je pense qu'il y a encore un autre endroit qui est très important et qui est peut-être aujourd'hui pas encore assez développé, c'est comment, pour un État, je mutualise mes grands projets d'infrastructure. Quand je construis des routes, quand je déploie de l'énergie, de l'électricité, un réseau électrique sur tout le pays, pourquoi ne pas en même temps, systématiquement, déployer de la fibre? Aujourd'hui, ça nécessiterait une planification très fine entre les différentes entités de l'État, mais c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'ils sont en train de regarder ici au Rwanda. Par exemple, je pense qu'au Rwanda, il y a un grand projet d'électrification, pratiquement 3000 km de lignes moyenne tension et 9000 km de lignes basse tension. Du coup, vous imaginez le potentiel si en même temps, nous pouvons déployer de la fibre sur ces lignes électriques à un coût incrémental quasi nul. Donc ça, ce sont des points qui permettraient d'adresser la notion d'infrastructure, mais aussi la notion de coût. Reste la notion, je disais, de digital literacy. Et ça, juste un rapide exemple, la ville de Kigali aujourd'hui, dans la banlieue de la ville, dans des zones un peu reculées, pour ceux qui connaissent Kigali, par exemple à Dubaï, j'ai eu l'honneur d'assister à l'ouverture d'un centre technologique qui est vraiment là pour la communauté autour d'elle. Donc c'est de l'Internet gratuit, c'est des PC et surtout c'est de la formation, pour que les gens qui habitent dans cette zone-là puissent venir être formés, comprendre ce que peut leur apporter Internet, ce qu'ils peuvent faire avec, chercher des emplois, accéder à des services, etc. Donc c'est vraiment ces 3 notions qui doivent... Et le secteur public privé a un grand rôle à jouer dans les 3. Mais l'État quand même doit driver pour moi ces éléments-là. Voilà, l'État doit rester dans son rôle comme moteur, bien sûr, du développement. Et maintenant, comment déjà comprendre la connectivité? C'est vrai, elle vient servir la population. Tout à l'heure, vous parlez des connaissances et de l'importance de la connaissance, des connaissances des citoyens par rapport à l'usage de l'outil Internet. Et maintenant, comment est-ce qu'on change la mentalité des gens? Parce que tout réside également. On peut avoir la bonne volonté du monde, mais la question de la mentalité, comment est-ce qu'elle change? Oui, ça c'est ce qu'on appelle. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle l'engagement citoyen. C'est quelque chose de très important. Juste avant de parler d'engagement citoyen, je voulais juste donner 2 exemples sur comment d'autres pays, par exemple, ont vu l'importance de la connectivité, le fait de la porter partout. Je donne l'exemple d'Inde parce que c'est toujours des chiffres très grands. L'Inde aujourd'hui est en train de connecter 200 à 600 000 villages pour leur apporter de l'Internet et est en train de déployer 2 millions de hotspots Wi-Fi, juste pour monter dans les zones rurales. Donc, je pense que le Rwanda aujourd'hui aussi a des gros projets de connecter toutes les écoles, plus de 5000 écoles, et également de déployer des hotspots Wi-Fi. Tout ça pour montrer que c'est vraiment très important d'apporter de la connectivité abordable aux gens. Un outil important par rapport au développement socio-économique. Du pays, oui, très important, oui. Alors, par rapport à l'engagement citoyen, je suis vraiment d'accord. Je pense qu'on ne peut pas trop mettre l'accent sur le fait que
une ville intelligente et résiliente, ça veut dire que nous fonctionnons de manière différente qu'avant. Donc on doit changer nos habitudes. Donc on peut mettre les meilleures solutions du monde en place. Si les citoyens ne les utilisent pas, ne sont pas convaincus, n'adhèrent pas, ça ne va pas marcher. Voilà, Kigali n'est pas propre à cause de la technologie. Kigali est propre parce que je pense que c'est une fierté de tout le monde et tout le monde contribue et tout le monde se sent engagé par rapport à ça. Personne ne jette des papiers par terre, etc. Donc il faut que les gens s'engagent. Alors aujourd'hui, il y a des outils pour faire ça. Il y a ce qu'on appelle des portails d'engagement citoyen qui permettent aux citoyens de remonter les problèmes qui remontent. Alors à partir du moment où ils sont capables de remonter des problèmes qui remontent, ça veut dire que le citoyen il participe à la gestion de sa ville. N'empêche que la ville doit pouvoir répondre à ces remontées de problèmes et les résoudre pour que les citoyens se disent « Ah ben voilà, ça marche, je remonte, je participe, je fais un effort, mais la ville aussi fait un effort. » Et ces outils-là permettent aussi à la ville de poser des questions aux citoyens. Quand on a des projets, moi, si la ville de Kigali décide de monter un parc quelque part, ça m'intéresse de savoir où, éventuellement de donner un avis. Et donc, cette manière, ces outils numériques qui permettent un échange entre la ville et le citoyen sont des outils importants qui permettent d'engager les citoyens sur les nouvelles choses que la ville souhaite implémenter. Donc je pense que ce sont des outils. Pour terminer, comment est-ce que maintenant on définit les besoins, les priorités? Est-ce que les citoyens participent-ils déjà à définir les priorités et les besoins ou c'est l'État qui reste dans le rôle qui prend le devant pour déjà mettre en place des choses que lui estime prioritaires et nécessaires pour la population? Mais en fait, qui est le client d'une ville intelligente? C'est bien les citoyens avant tout. Donc normalement, on est censé répondre à leurs besoins. Donc pour moi, c'est un processus qui doit vraiment embarquer le citoyen. Donc bien sûr qu'il y a tellement de choses à faire. Les villes intelligentes permettent de gérer l'eau. Aujourd'hui, on sait que 40 à 50% de l'eau est perdue sur les réseaux de distribution d'eau. Donc il y a des outils pour faire ça, il y a des outils pour faire de la gestion des déchets, etc., etc. Ce qui est important, c'est qu'une ville ne peut pas se lancer dans tout en parallèle en même temps, pour des raisons de moyens, pour des raisons de faisabilité, pour des raisons de capacité humaine à faire. Donc elle doit prioriser. Et pour moi, oui, cette priorisation, si elle peut passer et intégrer le citoyen et être faite avec le citoyen, ça sera d'autant plus de chances de succès. Bernard Vinaguaro de Tactis, qui donc conseille en infrastructure et services numériques. Merci beaucoup pour ce décryptage, surtout de la lumière que vous apportez sur cette notion de ville intelligente ou de smart city. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Non, mais merci à vous. J'aimerais en profiter pour féliciter les organisateurs du African Smart Cities Investment Summit, parce que ça se déroule vraiment très bien, les panels sont intéressants et je leur remercie de m'avoir invité à y participer. Et puis merci à vous pour m'avoir permis de m'exprimer ici sur votre plateau. Voilà, tout le plaisir est donc pour nous et surtout chapeau à la ville de Kigali qui aujourd'hui s'est distinguée par rapport à d'autres villes dans ce domaine. Poursuivons l'actualité avec notamment le laboratoire rwandais de médecine légale qui a depuis le mois d'août de cette année a donc changé d'appellation et désormais devenu donc désormais dénommé par l'arrêté présidentiel Institut rwandais de médecine légale. La raison de ce changement d'appellation est qu'il puisse élargir son champ d'action en accordant des services au niveau international, en étant un centre de recherche et en général organiser des formations afin que le Rwanda soit le havre de ces services. Lorsque cet institut de médecine légale a été mis en place en 2005, les éléments de preuve étaient encore envoyés en Allemagne, alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tous les travaux sont donc effectués sur place et l'on prévoit d'accroître des équipements modernes et du personnel qualifié pour plus d'efficacité dans l'octroi de services. Le Rwanda, ensemble avec le monde, célèbre ce 7 septembre 2023 la journée
de l'air pur pour des ciels bleus. Le thème de la 4e édition de la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus, Ensemble pour un air pur, vise à souligner qu'il est donc urgent d'établir des partenariats plus solides, d'accroître l'investissement et de partager les responsabilités pour venir à bout de la pollution atmosphérique. La communauté internationale considère en effet qu'améliorer la qualité de l'air peut permettre plutôt d'atténuer davantage les changements climatiques et que l'action menée pour atténuer ces changements peut engendrer une amélioration de la qualité de l'air. On écoute ici. La pollution, c'est très dangereuse parce que ça a des effets sur la santé de la population. Et on continue, on investit, on fait des recherches sur ces effets. On ne connaît pas tous les effets. Tous les jours, on apprend de nouveaux effets. Alors, il y a des effets respiratoires, même les cancers. Alors, beaucoup des effets négatifs pour la santé. C'est pour cela qu'il faut absolument combattre la pollution. Quand on veut prendre une décision, il faut avoir des données. Il faut connaître, bien comprendre le problème. Et on a besoin de données pour comprendre le problème. Alors, à EMS, on travaille avec le gouvernement pour aider le gouvernement à bien comprendre, à avoir des données sur la pollution. Alors, on a des technologies de pointe qu'on utilise. Il y a des jeunes Rwandaises qui font partie de l'EMS. Ils utilisent cette technologie pour mesurer la pollution. Et aussi, après avoir des données, il y a l'analyse. Et on les forme pour bien analyser ces données, pour donner des informations sur le taux de pollution, où se trouve la pollution, quelles sont les sources de la pollution et quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour réduire la pollution. Savez-vous qu'on trouve à Ndengo, une localité du district de Kayonza, un point de vente où se rencontrent des Rwandais et d'autres ressortissants de la région, notamment des Tanzaniens qui, entre autres moyens d'échange, ces derniers pratiquent notamment le troc. Dans le cadre du programme de RB Hafiawe, ou approximativement RB là pour vous, notre confrère Jean Damascène Manishimwe vient de visiter ce marché extraordinaire. Jean Damascène, vous êtes là avec nous dans la partie Est? Oui, Sabiti, bonjour. Bonjour. Alors, Jean Damascène, vous avez visité ce marché dont la spécialité, notamment, c'est la pratique du troc, qui, pour certains, en tout cas, ça daterait en tout cas d'une lointaine période. Qu'est-ce qui justifie la pratique du troc aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2023? Ah oui, Sabiti, c'est une spécialité de ce marché. C'est un marché qui s'appelle Kibare. C'est dans le district de Kayonza, secteur Ndego. C'est tout près de la Tanzanie. Le district de Kayonza et le district de Karagwe de l'autre côté, de la Kagera, les deux sont séparés par justement la rivière Akagera. Et ce commerce se justifie par le fait que les Tanzaniens qui viennent à Kayonza, qui viennent dans ce marché, ils apportent essentiellement des biens, des denrées alimentaires, et ils viennent acheter, se procurer des produits manufacturés ici au Rwanda, des produits industriels qu'ils ne peuvent pas facilement trouver là chez eux. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui justifie cette pratique? C'est que selon ce qu'ils nous ont dit,
quand ils viennent ici et qu'ils vendent leurs produits alimentaires, ils ne préfèrent pas partir avec le franc rwandais. Vous savez que les échanges monétaires ici au Rwanda se font uniquement par franc rwandais. Alors, partir en Tanzanie chez eux avec les francs rwandais, ça leur demanderait d'effectuer un très long voyage pour aller trouver des bureaux de change, pour pouvoir se procurer du shilling tanzanien. Et il y aurait aussi des dépenses supplémentaires. Et quand il y a l'échange monnaie contre monnaie, il peut y avoir des fluctuations et ils craignent ces pertes qui pourraient résulter de cela et ils préfèrent plutôt se convenir avec les homologues rwandais de pratiquer ce commerce d'échange bien contre autres biens et c'est ce qui les arrange en quelque sorte. Alors, Jean Damascène, vous êtes un fin connaisseur de cette partie du pays pour avoir travaillé là-bas pendant très longtemps et maintenant de manière pratique, vraiment, doit-on dire que ce commerce apporte-t-il vraiment quelque chose de tangible au niveau de ces populations? Oui, Sabiti, j'ai travaillé pendant 5 ans dans cette région, dans ce district, je connais bien la région et la dernière date que je visitais cet endroit, c'était en 2017, quand je tournais mon dernier reportage à Kayonza. Mais quand on y arrive, on voit qu'il y a eu beaucoup de changements. D'abord, ce marché était à ciel ouvert et il n'était pas construit. Mais pour le moment, le marché est construit, bien encerclé et sécurisé. Il n'y avait pas assez de magasins tout autour, mais c'est différent pour le moment. Il y a des magasins tout autour. Il y a des bistrots qui sont construits là-bas. Ces Tanzaniens me disaient même que quand ils viennent, ils peuvent passer toute une nuit en train de se divertir, de danser, parce que si le marché a lieu jeudi, ils viennent mercredi soir, ils passent la nuit là-bas. Donc il y a des maisons d'accueil qui ont été construites, des maisons d'accueil à leur niveau, mais avant il n'y en avait pas. Il y a le courant électrique. Avant il n'y avait pas de courant électrique. Le seul petit problème qui reste, c'est l'eau potable qui n'est pas encore très bien disponible dans cette localité, mais visiblement il y a la physionomie de cette région a vraiment changé. Est-ce que pour terminer, est-ce que c'est quelque chose qui est autant apprécié de part et d'autre de la frontière? Ah oui, les deux populations respectives en profitent énormément parce que pour cette population de Dondego à Kayonza, ici c'est une région qui souffre énormément de la sécheresse. Ils souffrent régulièrement de l'illégalité des saisons. La pluie y est vraiment très rare, ce qui fait que la récolte agricole n'est pas très abondante. Alors, ils profitent de ces Tanzaniens qui amènent les denrées alimentaires, essentiellement la banane en grande quantité. Et il y a aussi le manioc en grande quantité. Figurez-vous que ce manioc, ces produits qui sont apportés par les Tanzaniens, ne terminent même pas ici seulement à Kayonza. Il y a des produits qui continuent, qui sont acheminés dans d'autres parties du pays, surtout en province du Sud, mais aussi qui continuent jusque même en République démocratique du Congo. Donc pour la population de Kayonza, c'est apprécié, ils parviennent à trouver facilement les denrées alimentaires. Et de l'autre côté de la Kagera en Tanzanie, à Karagwe, et là, il y a certains produits industriels qui ne peuvent pas trouver facilement sans effectuer un très long voyage pour aller les chercher ailleurs. Alors, comme la région est essentiellement rurale, je dis bien Karagwe, elle est essentiellement rurale, alors ils profitent pour se procurer des produits industriels ici. Et je voyais notamment ceux qui importent dans leurs bateaux les torres, par exemple, l'huile de cuisine en grande quantité. Donc, de part et d'autre, c'est un gain, c'est un bénéfice qui fait la fierté, qui fait la joie de la population. Et surtout, les deux populations se félicitent d'excellentes relations entre les deux pays, la Tanzanie et le Rwanda, parce que les deux populations, s'ils peuvent échanger facilement, c'est qu'il y a
coexistence pacifique entre les deux pays et surtout entre les deux populations voisines. Merci donc à vous, Jean-Damascène Mané-Chimé, pour cet éclairage sur le troc, encore en 2023. Merci donc à toutes les équipes au niveau de la régie. C'est par cet élément que nous mettons un point final à notre édition. C'est toujours été un plaisir d'être avec vous. Quant à moi, Edith Abiti, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Mais en attendant, restez bien fidèles à nos programmes. Au revoir.